ravie de vous retrouver en ce dimanche matin. On va passer 1 heure en votre compagnie et en compagnie de notre invité. C'est un homme généreux, c'est un homme qui relie les uns aux autres. N'est-ce pas merveilleux? Je vous le présente dans un instant. Mais auparavant, un petit retour en arrière, vous en êtes d'accord? Si vous n'étiez pas avec nous le week-end dernier, il y avait autour de cette table 2 hommes tout d'abord. Yvan Le Bolloc, Bruno Solo, et puis le lendemain, dimanche, on était en compagnie d'Alexandre Jardin. Yvan Le Bolloc et Bruno Solo sont nos invités. Quel est celui qui a été adopté à 6 mois? C'est moi. Vous le saviez, ça, évidemment. Je connais ce que m'en a dit Yvan. L'adoption, c'est quelque chose que je connais en plus, moi, parce que j'ai adopté mon fils aîné, que j'élève depuis qu'il a 2 ans, mais il en a 17 maintenant. Donc voilà, donc c'est quelque chose un sujet qui est sensible. Et puis Yvan, un jour, il m'a dit, je vais voir mon papa. Je pense qu'on ne peut pas vivre totalement apaisé sans savoir exactement d'où on vient. Donc je me souviens que mon père biologique, donc, quand il m'a vu, il s'est levé et il s'est brisé la cheville. Vous qui avez toujours voté à gauche, vous êtes favorable à ce que François Hollande se représente? Oh François, oh quel dossier celui-là. C'est tout. Vous irez voter aux primaires, vous, de droite? Ah non. Ah non, c'est leur problème. Moi, Qui c'est choisissent. possible, moi. Ah ouais, bah, pourquoi? Vous y pensez? Ah oui. Oui, parce que t'as peur que Sarkozy se fasse élire, t'en fais pas. Ils n'ont pas besoin de toi, c'est... 2 ados avec vous, Yvan. Oui, Catherine. 2 ados avec vous, Faites Bruno. résonner votre diaphragme dans ma colonne vertébrale. Voilà, C'est parce que bon, là, on hein, se c'est touche. bon. Si vous étiez Voilà. star du X, Voilà. quels seraient vos noms d'acteurs? Solo, ça sonne bien. Ouais, Bruno Solo, c'est pas mal. Yvan Le Bolloc, pas terrible. Non. Le Bolloc, ça veut ah, dire couille en anglais oui. quand même, hein, je veux pas dire, mais... Est-ce que vous avez déjà abusé l'un ou l'autre de votre notoriété? Oui. Moi, oui. En faisant quoi? J'en ai profité dans un couloir de bus une fois. J'étais en retard pour aller au théâtre, justement. Quand je jouais au théâtre Montparnasse, un flic m'a arrêté, m'a commencé à me pourrir. Et puis, quand je lui ai expliqué la situation, eh ben, il m'a escorté Non. avec sirène jusqu'au théâtre. Ah, le J'ai eu honte, mais privilège. je me suis dit, là, effectivement, ça, vraiment, gros c'est un privilège. privilège de la notoriété, Ouais, sans ouais. aucun doute. Qu'est-ce qui vous fait douter de vous-même? Moi, je pense que les certitudes figent et le doute fait avancer. Donc, tout ce qui me fait douter me fait avancer, donc j'aime l'idée de douter. Mais toi, t'as lu un précis de philosophie avant de venir. C'est quand même très complexant, cette histoire. Venez me rejoindre, Alexandre Jardin, écrivain, citoyen. Vous avez écrit 25 romans, c'est le dernier qui vient de sortir. Est-ce que vous êtes normal? J'ai grandi au milieu de gens qui ne l'étaient pas excessivement, qui étaient des gens très libres. Je savais qu'on avait le droit de vivre comme au cinéma. Lorsque je ramenais une petite amie à 14 ans à la maison, qu'elle repartait pour la Slovénie en train, j'étais en larmes et papa me disait « On va sauter dans un avion, on va rattraper le train, on sera sur le quai demain matin à Ljubljana en Slovénie. Et là, tu deviendras inoubliable pour les femmes de sa famille. » Et on le faisait. Il y avait une mauvaise surprise à l'arrivée, puisque elle m'avait caché qu'elle avait un boyfriend. Alors, votre grand-père, vous avez écrit beaucoup sur votre famille, Jean, directeur donc, de cabinet de Pierre Laval, sous l'occupation. Est-ce que ça reste une tâche indélébile pour vous? Un truc à réparer. Donc vous tentez de rattraper la faute de votre grand-père? C'est de cet ordre-là? Je sais que le pire arrive sans qu'on le voie venir. Je le sais familialement. Votre premier livre, c'est Bille en tête. Bille en tête, qui a reçu quand même le prix du premier roman. Est-ce que cette précocité, en fait, c'est un fardeau quand on est si jeune? Non, ça me semblait très tard. Ah! Mais comme j'avais perdu mon père à 15 ans, j'étais pressé. J'ai toujours eu peur que la vie n'ait pas lieu. De quoi vous êtes le plus fier dans votre parcours? De ce que je fais en ce moment. De ce qu'on fait avec les maisons des citoyens et avec les zèbres. Ce qu'on voit tous au journal de 20 heures, c'est juste insupportable. Nous ne sommes pas ça, quoi. On est des millions à s'engager dans des associations. Il y a des millions d'entrepreneurs. Il y a des milliers d'élus locaux qui se battent localement. On est une grande nation. C'était comment, Alexandre, la première fois? En dessous de mes romans. Et votre dernière fois? Au-dessus de mes romans. Quel est votre point faible? Une extrême confiance dans les autres. Une extrême confiance dans les autres. Merci Alexandre Jardin. C'était la semaine dernière. Alors cette semaine, qui est là? Tout d'abord, vous allez vous présenter votre profession? Je suis artiste, musicien, écrivain. Votre situation familiale? Je suis
C'est la donc sécu. père de famille, j'ai une femme. Vous avez une obsession dans la vie? Une obsession de la vie, oui, l'écriture par exemple. Alors, c'est une obsession inverse. J'ai peur de trop écrire. Est-ce que vous avez une devise? Aide-toi parce que le ciel ne t'aidera pas. Votre prénom et votre nom, s'il vous plaît. Donc je suis Majid Cherfi. Majid Cherfi est sur le plateau de Théo Café ce matin. C'est le parolier du groupe Zebda. Si je vous dis tombez la chemise ou motivé. Et évidemment, on pense à Toulouse et on pense à Zebda et à vous. Absolument. Comment allez-vous? Alors je suis sur un petit nuage et j'aimerais bien ne pas redescendre tout de suite. Non. Et surtout, laissez-nous emporter sur votre petit nuage. Nous, ça nous convient bien, hein, cette situation-là. La part de Gaulois, c'est ma part de Gaulois chez Actes Sud. J'avais envie de vous demander tout de suite, est-ce que vous auriez aimé vous appeler Jean Dupont ou Jérôme Martin? Non, je crois pas parce que je peux pas l'imaginer, si vous voulez. J'ai une espèce de Majid incrustée au plus profond de moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire, Majid? Majid veut dire le glorieux. Ah oui, Donc, quand même. je suis pas absolument fâché, si vous voulez. Et puis ma mère ne voudrait pas que je m'appelle autrement. Est-ce que vous avez une dette et envers qui? Oui, j'ai une dette, bien sûr. Ouais, j'ai une dette envers mes frères et sœurs. J'ai une dette envers ma mère, envers mon quartier. Parce Les Isards à Toulouse. Quartier des Isards à Toulouse. Parce que j'ai toujours eu l'impression d'avoir été l'itinéraire d'un enfant gâté, si vous voulez. J'ai rêvé d'écrire, j'ai rêvé d'en vivre. Et j'ai fini par, voilà, par écrire et en vivre. Enfin, gâté, pas tout de suite quand même, hein, parce que dès le départ, vos parents arrivent en France. Il avait quel âge, votre père? Il était très jeune. Il devait avoir, oui, 22, 23 ans. Ouais. Ils sont kabyles tous les deux. Votre maman avait 14 ans quand ils se marient. Oui. C'était un mariage de raison? C'était un mariage d'amour? Non, d'amour, alors pas trop quand même, je crois pas, parce que voilà, c'était des villages voisins de la montagne kabyle et on se marie pour préserver, voilà, la famille. famille. Un mariage un peu arrangé. Un petit peu arrangé, Ouais, oui, bien ouais. sûr. Est-ce que vous avez été désirés tous les 7? Question difficile, si vous voulez. Question difficile, parce que je crois que ma mère aurait voulu ne pas avoir tant d'enfants, parce qu'elle aurait aimé s'occuper d'elle. Et nos mères, maghrébines, voilà, immigrées, n'ont pas eu quand même trop l'occasion de construire une vie comme elles l'auraient voulu. Voilà, il y avait une espèce de chape de plomb comme ça qui leur imposait d'être mère avant tout. Pourtant, votre mère était différente des autres mères. Je le crois, ouais. En quoi? Eh bien, parce que elle voulait que ces mômes soient des étoiles. Elle nous regardait comme ça. Faites-moi plaisir, faites-moi un grand plaisir. Devenez des géants et ouvrez la chape, montrez-moi la lumière, élevez-moi, je vous donnerai tout, mais devenez des bijoux, des émeraudes, par pitié, mes enfants. Elle avait une ambition colossale. Démesurée. Et encore aujourd'hui, elle exige qu'on monte encore des Olympes. Elle a 77 ans. Ouais. Elle nous regarde, vous pensez? Je pense qu'elle nous regarde, mais en ayant peur peut-être de me regarder droit dans les yeux, en se disant pourvu que tout se passe bien. Alors, ce qui est surprenant quand on lit Ma part de Gaulois, c'est qu'elle a tout misé sur vous, Majid. Oui. Plus que sur les autres. Pourquoi? Un peu accidentellement, si vous voulez, parce que j'avais mon aîné qui a basculé en 5e. Il est arrivé un jour à midi avec un bleu de travail. Et c'était ça, son cauchemar absolu. Je ne veux pas que vous travailliez avec les mains, je veux que vous puissiez utiliser votre cerveau. Et elle s'est effondrée. Parce qu'elle avait vu aussi son mari vivre oui, absolument. pendant 40 ans Absolument. en tant que Et maçon. comme elle me le disait, les gens bien disent il n'y a point de saut métier, mais il y a des métiers sacrément durs. Et donc elle voyait mon grand frère partir pour le chantier. Il n'avait pas 12 ans. Et c'est là qu'elle m'a attrapé. Elle m'a dit ne crois pas les mères qui aiment leurs enfants ou pareil. C'est pas vrai, on peut en aimer qu'un. Et ce sera toi. Mais c'est dur à entendre ça pour les autres. Ben, ils n'étaient pas là, hein, donc ils n'étaient pas là. Mais je pense qu'ils l'ont compris après. Après, on est crevé. Voilà ce qu'elle voulait me dire. Et donc,
elle a mis toute son énergie sur moi, et la dette, en quelque sorte, elle vient de là. Je vais te donner tout, mais ce n'est qu'un emprunt bancaire, en quelque sorte. Il te faudra tout rembourser, et c'est pour ça que je vous parlais d'une dette. Je dois encore rembourser mes frères en leur donnant de l'amour, en leur donnant voilà, tout ce qui peut rendre une vie agréable, et je me sens redevable jusqu'à la fin. Le bac en poche, parce que le bac, c'est quand même très important. Ouais. C'est un symbole. Ouais. D'ailleurs, ce livre est basé sur l'année du bac, hein, ouais. Avant, pendant et après. On va l'évoquer, bien sûr, tout au long de cette émission. Et vous arrivez en tant que chanteur, que musicien. Vous avez 23 ans, vous créez le groupe Zebda. Ça tient quasiment du miracle, ça, non ? Si on y croit, au miracle. Oui, je n'y crois pas moi-même. On avance dans des projets. Moi, tout de suite, si vous voulez, j'étais quand même accroché très vite à la lettre. Et, au mot. Au mot, ouais. Oui. Au mot. La passion du mot, la passion de la phrase bien formulée. Et au fur et à mesure de la phrase un peu plus compliquée, des adverbes, des locutions, des imparfaits du subjonctif. Et je trouve ça extraordinaire d'aller encore plus loin pour creuser cette langue qui me permettait de savoir qui j'étais. Votre portrait, ce matin, il nous est brossé par Julie de Mareuil. Majid Cherfi, quand je pense à vous, je pense à ça. Étonnant, puisque ce n'est pas franchement votre style de musique. Vous qui avez été le pilier d'un groupe reggae rock phare des années 90. C'est parce que vous êtes un amoureux des mots et le genre d'homme à mettre en rime la lutte des classes. À 14 ans, je rêve d'être Flaubert. Rien que ça. Flaubert, vous l'êtes à votre manière dans votre cité des quartiers nord de Toulouse, tour à tour scribe, poète et animateur. Toulouse. Aspirant secrètement à devenir le Hugo des banlieues. Écrire les chansons du groupe Zebda en est le premier pas. En 1995, deux mots vous inspirent. Ils font référence aux propos de Jacques Chirac sur les immigrés dans les HLM. Les mots pour dénoncer les maux de la société, lutter contre le racisme, l'exclusion et toute forme de discrimination. Zebda, c'est vraiment pas un groupe, c'est vraiment un état d'esprit. Un état d'esprit révolté, porte-parole d'une jeunesse issue de l'immigration, mais pas que. Avec ces trois mots légers, vous faites danser la France et décrocher 2 victoires de la musique. Mais votre priorité, c'est l'engagement et en toutes circonstances, restez... D'ailleurs, en 2001, vous soutenez un mouvement citoyen qui obtient 4 élus au conseil municipal. En marge du groupe, vous évoluez en solo. 2 albums, 3 livres. Au fond de vous, toujours cette rage d'écrire. Et de crier votre amour pour la France, comme après les attentats de novembre 2015. Carnage est le titre de votre tribune dans Libération. Il y a des jours comme ça où on aime la France. Écrire pour se chercher et se trouver, Majid Cherfi, vous en êtes un bel exemple. Votre part de Gaulois, c'est bien par les mots que vous l'avez conquise. Comment le succès vous a transformé ? Alors, je pense que ça a été un long parcours. Et le succès est arrivé au bout d'un long moment. 8 ans à peu près. Oui, c'est ça, ouais. Et donc, on a le temps de se préparer parce que ça ne vient pas tout de suite. C'est vraiment une espèce de maison qu'on construit. Et on se dit, mais il n'y a pas moyen qu'elle se finisse très vite. Non, ce sera très long. Et donc, je me suis adapté. Et donc, je n'ai pas eu vraiment de choc particulier quand le succès était là, quoi. Vous aimez les surprises ? Écoutez, je ne sais pas. Si vous serez obligé, je vous l'assure. Parce que tout au long de cette émission, il va y avoir beaucoup de surprises. Bon. Alors, je ne sais pas, bonnes ou mauvaises. En tout cas, il y a des personnes qui viendront nous rejoindre. Il y a des personnes aussi qui vont témoigner. Donc, attendez-vous à, émotionnellement, que cette émission soit un peu chargée. Votre mère, elle aurait aimé que vous deveniez quoi ? Artiste ? Non, sans doute pas. Non, certainement pas. Ben non. Certainement pas. Pendant des années, je l'ai caché à mes parents. Et mes frères disaient, non, mais il est animateur de quartier, il s'occupe du soutien scolaire, etc. Et je crois que mon père aurait acheté cette arme que l'on nomme 22 lance-rifle, s'il apprenait que je faisais le singe sur des scènes. Ah oui, à ce point-là ? Oui, oui, oui. C'était pas leur univers, évidemment. Oui, pas du tout, oui, bien sûr, oui. Non, il y avait ces 2 mots, docteur ou ingénieur. Bon, dur, quoi, quand... on veut tortiller des haches.
Est-ce que vous avez été aussi écrivain public, vous savez, c'est-à-dire est-ce qu'on venait vous solliciter, vous qui avez tant le goût des mots et de la langue française, est-ce qu'on vous a demandé dans votre quartier d'aider? Ça a été mon identité tout de suite. Les parents comprenaient que ouais, le Magide, il maîtrise l'écriture. Et donc j'écrivais des lettres en phonétique, en kabyle pour l'Algérie ou en arabe. Puis je traduisais les bulletins scolaires qu'il fallait lire dans les familles et donc prendre le risque de se faire déchausser les incisives. Voilà, puis Et des lettres d'amour, est-ce que vous en écriviez? Et puis finalement les lettres d'amour. Et là, ça a été évidemment la découverte, parce qu'en échange d'une lettre d'amour, on avait droit à un calice nommé désir, quoi. Vous êtes un romantique, dites-vous? Je crois que oui. J'ai caché mon romantisme parce que dans les bas-fonds, il n'est pas bon d'être romantique. Alors j'ai épousé l'image du militant. Et comme mes potes militaient pour des idées généreuses, voilà, s'occuper des plus fragiles, faire du lien entre les gens, le discours était généreux. Alors, au fond, on m'a pris pour un militant. Et je l'étais beaucoup moins que mes potes qui y croyaient davantage. Mais vous voulez dire que vous êtes un usurpateur? J'ai été un peu un usurpateur, mais pas tant que ça, parce que l'idée était belle, si vous voulez. L'idée de partage, l'idée d'élever les plus fragiles. Donc, mais je pense que j'étais plus égoïste que ça. J'ai joué celui qui était moins égoïste. Et au fond, j'ai caché à tout mon environnement l'idée, vous savez, moi je voudrais être poète. Vous savez, moi je voudrais... Et toute ma vie a balancé entre l'individu et le groupe. Oui. Le groupe et l'individu. Mais on le voit d'ailleurs dans votre vie professionnelle. Vous avez été un des membres de Zebda et aujourd'hui, vous menez une carrière en solo aussi, en parallèle. Absolument. Quels étaient vos héros, vous, Magide? Alors, il y avait plusieurs héros. Il y avait par exemple Bruce Lee, a été un héros de mon adolescence, parce que c'était le petit vengeur. Et on adore ces gens qui vengent les petits contre les Goliaths, quoi. Mohamed Ali, bien sûr. James Brown, bien sûr. Et puis après, j'ai aimé... Alors, au lycée, j'avais un triptyque Higelin, Lavilliers, Renaud. Et vous les avez rencontrés, les trois? Écoutez, je vais vous faire un aveu, mais vous me promettez de le dire à personne. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai l'occasion de croiser Renaud, l'idole de mes idoles. Et on avait le même ingénieur du son. Il me dit « Eh, mais toi, t'adores Renaud ?» J'ai dit « Oui, viens, je te le présente. » Et donc, j'hésite un peu, j'y vais. Et il lui dit « Eh, Renaud, je vais te présenter Majid. Tu sais, il chante « Tomber la chemise ». Il se tourne comme ça, il fait « Ah, c'est toi qui as écrit cette merde ?» Et je suis reparti voûté, mais finalement content d'avoir vu qu'il était aussi qu'un homme. Avec grosse déception. Franchement, non. Je veux dire... Un peu quand même. Ça paraît dur comme ça, mais il ne nous connaissait pas. Une surprise. On vous a emmené dans un endroit dans Paris que vous rêviez de connaître, de découvrir. Alors nous, ça nous a aussi étonné que vous ne connaissiez pas encore ce lieu. Allez, je ne le dis pas, vous allez le découvrir en même temps que Magide. C'est Julie de Mareuil et Pierre Coussier qui vous ont accompagné, qui vous ont fait un grand jeu, parce qu'il fallait obtenir quand même les autorisations. Bonjour Magide. Bonjour. Est-ce que vous savez ce qui vous attend? Pas du tout. Je suis assez excité. Je vous emmène prendre de la hauteur J'aime. sur les traces de Victor Hugo. Ah, Notre-Dame. Vous l'avez déjà visité? J'ai jamais eu le temps de le faire. Et donc là, je sens que je vais renaître. Victor, j'arrive! Je vous accueille, vous soyez les bienvenus. Merci, Je crois que c'est merci. la première fois que vous venez, c'est ça? Oui. On a envie de se laisser pénétrer par cette ambiance de sérénité absolue. On a envie de venir avec un transat et de rester comme ça, des heures et des heures. La cathédrale, en fait, elle est dédiée à la Vierge Marie, la maman de Jésus. Ici, c'est un peu la maison des chrétiens, mais pas seulement, c'est la maison de tous ceux qui veulent se sentir bien, en fait, sous la protection d'une maman. Marie, ça représente quoi pour vous? Chez les musulmans, en tout cas, elle existe, on l'appelle Lalla Myriam. Et moi, j'aime bien l'idée de tout ce qui rapproche les communautés. Et donc Marie, c'est la mère de toute l'humanité. C'est un beau symbole. Vous avez déjà allumé un cierge? Ça, je ne l'ai jamais fait. Ouais. Vous pourriez le faire? Je peux le faire, oui.
parce que j'ai le sentiment de quelque chose de doux. Êtes-vous croyant? Moi, non. J'ai une espèce de croyance qui est un petit peu perso, quoi. Un petit quelque chose en moi qui fait une forme d'œcuménisme. J'aime toutes les paroles de paix. Ça me rappelle des choses comme des fêtes de l'enfance. Et ma mère, à force de lui prendre la tête, a fini un jour par poser un petit sapin au-dessus de la télé. On mettait des dattes, des noix, un peu d'huile d'olive. Et c'est toujours cette idée d'œcuménisme qui me plaisait bien. Comment des croyances comme ça peuvent se croiser et se retrouver finalement pour le bonheur d'un enfant. Le 2 décembre 1804, Napoléon, en fait, au pied de ses marches, ce sacre empereur, en fait, Il le fait ici à Notre-Dame. Il le fait ici à Notre-Dame. Il y a évidemment un truc intérieur, un peu spirituel, mais en même temps, il y a tout le poids de l'histoire de France, le côté histoire qui se concentre là. Moi, je suis un fils d'exilés. Et moi, je me rappelle que quand j'étais môme, à l'école, on nous disait, nos ancêtres les Gaulois, on était bien contents d'avoir un arbre généalogique auquel se rattacher. Et donc là, j'ai le sentiment qu'on m'autorise à prendre un peu de ce bout d'histoire, et il vaut bien une autre histoire. Les coulisses, ce qui est bien, c'est que on a l'impression qu'on va découvrir le secret de quelque chose. C'est la plus grosse cloche, la cloche historique de Notre-Dame. Devant des endroits aussi gigantesques, on redevient un peu un enfant. Ça, c'est le terrain de jeu de Quasimodo. Hein. Là, je vois Quasimodo. Voilà, là, c'est Quasimodo. Ce qui me touche dans l'œuvre de Victor Hugo, c'est... Je pense qu'il a voulu être la lumière des pauvres. Il a rêvé d'élever les gens, de faire en sorte que la dignité puisse exister sur la terre, quoi. Magnifique. Est-ce que vous pourriez venir vous installer à Paris? Je pense que toute ma vie, ça a été une petite torture intérieure. Mais il y avait ma mère à Toulouse. Et donc, ça se joue là, en fait. Une mère spirituelle, intellectuelle, historique, etc. Et puis sa propre mère. Comme elle me disait, il suffit pas d'avoir une mère, encore faut-il qu'elle soit sa mère. J'ai l'impression d'avoir refait 1000 ans d'histoire. Je ne sais pas comment vous remercier. Je l'ai rêvé depuis des années. Voilà qui est fait. Je peux dormir en paix. Merci en tout cas. Magid, vous dites que vous n'êtes pas croyant. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de dire « je ne suis pas croyant » quand on vit, ce qui n'est plus votre cas, dans une cité? En tout cas, je peux vous dire que c'est pas facile parce que, vous voyez, ma mère croit, ma mère est musulmane et ça lui arrache le cœur de penser qu'on n'y croit pas ou pas tant que ça. Donc pour moi, j'ai fini par le dire que très tard dans ma vie. Et finalement, le plus dur, c'est la blessure qu'on provoque chez les proches. Parce qu'ils y croient et ils pensent qu'on va échapper à l'éternité, au paradis, etc. Et ce qui m'embête le plus, c'est de blesser des gens. Et donc, c'est une navigation, une schizophrénie supplémentaire entre être en adéquation avec soi-même et protéger ses proches. Est-ce que vous pensiez un jour voir autant de voiles dans la rue et de gandoura? Je pense que je crois que j'étais choqué quand je me suis rendu compte d'autant de filles qui aient besoin de se voiler, parce que j'ai dû rêver d'une France laïque, j'ai dû rêver d'une France où la modernité l'aurait emporté sur l'avenir, l'aurait emporté sur le passé, qu'on n'ait pas besoin de refuge. Comment vous l'expliquez? Je pense que... C'est de la provocation? Pas tout le temps. Je pense que c'est des gens qui ont eu peur parce qu'on n'est pas protégé dans les familles, parce que ces familles étaient trop fragiles. Et puis la République, encore une fois, la République qui n'a pas été présente dans ces quartiers, qui n'a pas été présente auprès de nos parents pour les rassurer, pour faire en sorte qu'ils n'aient pas à avoir peur. Nous, on a vécu avec des parents apeurés. Et donc, ça n'a pas aidé. Et donc, il a fallu trouver un refuge. La République a été trop faible. Encore aujourd'hui, elle ne rassure pas les enfants de l'immigration. Et donc, on a besoin de chercher un refuge, de chercher une fraternité, et il la trouve ailleurs. Si à ma place, vous aviez un candidat ou une candidate au djihad, qu'est-ce que vous lui diriez?
Honnêtement, je crois que je n'aurais pas les mots. Si elle est candidate au djihad, je dirais que c'est perdu. Et qu'on ne peut pas, ou très difficilement, la bataille est un peu perdue. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait. Voilà, c'est en amont. Et tout le temps, c'est en amont que ça m'intéresse. On m'a beaucoup parlé ces temps-ci de Mohamed Merah. Ce qui m'intéresse, c'est l'amont. Que s'est-il passé? Qui vivait dans votre quartier. Qui vivait dans notre quartier. Bon, qui a commis ces crimes impardonnables. Et je me dis, comment il en est venu là? Et je regarde en amont. Et comme tous les meurtriers, je vous dirais, comme tous ceux qui commettent des crimes, ce qui m'intéresse, c'est comment un homme peut devenir un animal ou comment un homme peut devenir un barbare. Et donc, c'est bon. Alors, évidemment, c'est le travail des politiques hein, d'anticiper. Pas que, vous me direz. Et pourquoi vous, par exemple, dans votre famille, personne n'est tombé dans cet extrême? Ben, moi, j'en reviens à ma mère, qui a été un personnage absolument exceptionnel. Elle s'est donnée corps et âme pour que ces mômes acquièrent le savoir universel. Donc là, vous parlez d'éducation. Oui, je parle d'éducation. Et elle a trouvé, elle, l'énergie pour ça. Et toutes les mères ne trouvent pas cette énergie. Et il y a des mères qui trouvent cette énergie et qui disent, moi je n'ai jamais vu ma mère manger de la viande. Je l'ai vue ranger des os. Et donc, parce que si le savoir, il est pour vous, la viande est pour vous. Moi, je n'ai pas les moyens de ça. Donc une vie de sacrifice. Donc une vie de sacrifice total, jusqu'à même oublier qu'elle a été femme. Elle me disait, mon fils, je n'ai même pas été femme. Ça vous donne, si vous voulez, des envies de vous élever. Et j'ai fait quelques efforts, le bac, pour l'apaiser. Vous croyez aussi au civisme, vous croyez à la fraternité. La preuve, le photographe Marc Melki vous a demandé à des personnalités de poser pour l'association Exil Intramuros et à vous aussi. Et alors, on vous a suivi au cours de cette séance photo très, très particulière. Et Juline Mareuil vous a accompagné au cours de cet après-midi là, qui était tout à fait étonnante pour vous, j'imagine, puisque vous vous êtes retrouvée dans la position d'un SDF. Marc Melki est photographe. Il y a 2 ans, indigné par les conditions de vie des sans-abri dans la capitale, il fonde avec l'écrivaine Eliette Abécassis le collectif Exil Intramuros pour que tous accèdent à un hébergement digne. Ce matin-là, Majid Cherfi va se glisser dans la peau d'un SDF le temps d'une séance photo, une façon d'interpeller les pouvoirs publics et l'opinion. On est sollicité pour 1000 causes humanistes pour faire que ce monde aille mieux, quoi. Et donc on accepte à peu près tout ce qui passe parce qu'on se sent responsable, parce qu'on se sent privilégié, parce qu'on se sent redevable. Moi, je suis quand même un enfant de la rue, donc je sais ce que c'est que tendre la main et attendre que quelqu'un me donne quelque chose. Majid, tu vas te coucher comme ça, on n'essaye pas de bouger. Parce que des fois, pour m'aider, les gens changent un peu la position. Ça, je veux pas. On peut photographier des centaines d'enfants qui dorment dans la rue à Paris. Personne ne va bouger. Ni le gouvernement, ni l'opinion publique. La seule solution, c'était de renverser la vapeur, arrêter de faire des photos de gens qui dorment dans la rue parce que tout le monde s'en fout, et de photographier des personnalités qui, elles, porteront le message. J'y vais. Est-ce qu'un artiste a un rôle à jouer dans la société? Je ne saurais pas ce que c'est qu'un artiste s'il n'est pas impliqué dans quelque chose. Moi, je ne suis motivé que par le sens des choses. Once upon a time, you're dressed so fine, through the bumps of dime in your prime. Merci Majid, c'est l'heure de se réveiller. Qu'est-ce que vous avez ressenti dans cette situation-là? Franchement, j'ai senti un truc hyper confortable. Parce que on sait dans cette tête où on est. Donc là, je sais bien que je fais une photo. Donc j'étais presque dans un 3 étoiles. C'est une chose que d'être vraiment dans la précarité et une autre que de simuler. Salut Majid. Le fait que ce soit une personnalité forte, Jean-Michel Ribes, récemment Yolande Moreau, forcément Majid, peut-être Catherine Deneuve le fera un jour. Mais j'aimerais bien que, c'est pas du tout un appel, mais l'idée c'est ça, c'est d'avoir des gens très 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 connus qui se disent ça suffit.
Oui, un quart d'heure, vous avez passé un quart d'heure, une demi-heure, une heure peut-être, évidemment, dans cette cabine. On ne peut pas ressentir Oui, oui. la situation épouvantable que vivent la plupart des gens qui sont dans la rue. Absolument. On a sa vérité au fond de soi. Et quand on est un enfant gâté, il ne faut pas se faire croire que tout à coup, on est un exclu. Ça s'appelle « Et si c'était vous ». Est-ce que vous donnez, vous, à tous ceux qui nous sollicitent dans la rue, comment vous appréciez les choses? Oui, très régulièrement, je donne parce que j'ai un sentiment coupable, si vous voulez, de l'aisance matérielle. Donc c'est pas tout à fait sain, pas tout à fait net. C'est pas si généreux que ça. C'est pas si généreux que ça, oui, absolument. Il m'est arrivé de m'être investi de manière plus importante. En Voilà. accueillant des gens, par exemple, chez Absolument, absolument. Des sans-papiers. Et Donc en allant à l'encontre de la loi? À l'encontre de la loi, absolument, à l'encontre de la loi. Et même en affrontant l'administration pour faire en sorte qu'ils puissent trouver une place. Donc, oui, évidemment, voilà, on essaie d'être en concordance avec ce sentiment de générosité qu'on aimerait avoir, cet altruisme, j'aime bien l'idée qu'on ait à rembourser ceux qui n'ont pas eu la chance qu'on a, nous. Ouais. Ma part de Gaulois, c'est votre troisième livre aux éditions Actes Sud. Vous étiez dans la première sélection du prix Goncourt. Pas mal. Alors, j'ai fait « Waouh !» Voilà, vous ne voulez pas me le refaire, ça? Alors, bon, Magid, oui, tu es dans la liste du Goncourt. Waouh! Bon, vous n'avez pas été dans la dernière. Déçu? Un poil. Un poil, parce qu'on s'est dit, tiens, bon, on l'a calé jusqu'au bout, pourquoi est-ce qu'on va s'emmerder? Donc, vous savez, les histoires un peu folles comme ça, autant leur donner leur chance jusqu'au bout. Oui. Est-ce qu'on prend de l'assurance grâce à ça? Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui, parce que vous vous dites, ces gens ne me connaissent pas, donc si je suis là, c'est qu'il doit y avoir 2-3 légitimités. Elles peuvent être littéraires, elles peuvent être sociales, intellectuelles, peu importe. Et donc le sentiment de... Parce que c'est au fond la synthèse de 30 ans de macération. Et on se dit qu'on a été dans le bon sens. Magid, ce qui est magnifique, c'est que vous avez aujourd'hui la reconnaissance de vos pairs. Et puis, lorsque vous étiez adolescent, vous étiez ostracisé oui. par les mots. Par la lecture, par la langue française. Oui, par la langue française, mais tout est une histoire de langue finalement. Quand j'étais môme, j'accompagnais ma mère à la poste. Et régulièrement, elle s'adressait à la poste, elle disait « Tu me remplis la fiche, tu me donnes l'argent ». Moi, je tirais sa jupe. On dit pas tu, on dit vous. Et rebelote. Tu me remplis la fiche, tu me donnes de l'argent. Maman, on ne dit pas tu, on dit vous, et pan. Et puis on sort de la poste, mais qu'est-ce qu'il y a? On ne dit pas tu, on dit vous. Et là, elle me répond, mais pourquoi? Elles étaient combien? Et là, j'ai compris que acquérir le secret des mots, c'était une façon de renaître et de se faire une place dans la vie. Et finalement, ces mômes dont je parle, qui étaient autour de moi, n'ont pas eu accès au code de ces mots. Moi, oui. Et j'ai fini par parler une langue étrangère. Et ils ont fini par me bannir. Parce que du coup, ta langue, c'est la langue des Français. Tu fais comme les Français. Donc comme les Blancs. Donc comme les Blancs, et donc tu es un traître. Fadela Amara, Rachida Dati ou encore Najat Vallaud-Belkacem qui est actuellement au gouvernement. Comment elles sont considérées, par exemple, ces femmes dans les cités? Je crois que tout est mêlé, c'est la fierté de quelqu'un qui vous ressemble. Et puis en même temps, qu'est-ce qu'elle fait pour nous? Et donc on reproche tout le temps aux gens qui sont au pouvoir de jamais rien faire pour soi, comme s'il pouvait y avoir une baguette magique parce que vous êtes d'origine immigrée. Alors que c'est beaucoup plus complexe. Et donc, voilà, celles qui ont des postes à responsabilité sont dans la merde, parce que c'est une espèce de grand écart permanent.
Vous aimez ce mot utilisé notamment dans le titre d'un livre, on dit non pas les bourgeois, mais les bourgeois. Des bourgeois. Oui, c'est pas très beau, mais écoutez, moi, j'ai fini par l'accepter pour moi-même. Puisqu'après tout, il y a des bobos. Moi, je suis d'origine algérienne. J'ai un niveau de vie voilà, confortable. Et donc, bobo beurre, bourgeois. Ça vous va? Oui, parce que c'est une vérité. Il y a une classe moyenne d'origine immigrée qui a émergé. C'est un peu péjoratif, mais pas méchant. Il y a un garçon ou un homme éditorialiste à l'Obs qui vous connaît bien. C'est Serge Raffi. Il vous suit depuis de nombreuses années, il vous apprécie. Alors, il brosse votre portrait. Vous êtes d'accord? Ah oui, je suis d'accord, oui. Bon, vous allez voir. Si c'est Serge. Surtout si c'est Serge. Serge brosse un portrait de vous, Majid. D'accord. Oh mon pays, oh Toulouse. Salut Majid. Majid, pour moi, c'est le Nougaro, c'est le Claude Nougaro arabe. Donc la première fois moi, que je l'ai entendu parler, j'ai vraiment eu un choc. C'est un choc terrible. Je suis d'origine toulousaine. Je pense que Nougaro, c'est l'élévation par la poésie, c'est-à-dire l'élévation de l'âme, mais aussi du citoyen par la poésie. Et Majid, pour moi, il représentait ça. Ce qui est très important aujourd'hui, où on est dans une période de grand communautarisme, c'est que justement, lui, il lance des ponts, il lance des passerelles. Et ces passerelles, elles passent toujours par le même chemin. Ce chemin, c'est celui des mots. Et là, quand on a l'amour des mots, l'amour de la langue, c'est une force parce qu'elle vous permet de relier les uns aux autres. Ce qui m'a bouleversé, c'est le texte qu'il a écrit dans Libération le 14 novembre 2015, le lendemain des attentats. Tout le monde était évidemment bouleversé. Et lui, il écrit un texte sur le « Je suis né français » ce jour-là, et où il dépasse tous les clivages. J'ai pleuré de joie. C'est-à-dire, j'ai eu confiance en l'avenir. Je me suis dit, c'est possible. Nous allons éviter justement le carnage de la guerre civile. De cette idée qu'au fond, ce que veut Daesh, c'est ça. C'est une guerre civile en France. Ils ne l'auront pas, parce qu'il y a des gens comme Majid. Tout ce qu'apporte Majid et tous les immigrés qui sont en France, eh bien, ce qu'ils apportent, c'est justement de transformer l'identité nationale. Et tant mieux si elle est transformée, parce qu'une identité statique, elle est moribonde. Vous savez, toutes les grandes civilisations sont mortes quand elles sont restées immobiles. Et lui, il nous dit, bah oui, avançons, mettons tout ça en marche. Rien n'est figé, rien n'est bloqué. Une belle identité, c'est une identité en mouvement. Et c'est ça qui est fort chez lui. C'est ça qui est fort chez vous. Avançons. Vous aimez ce mot? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que c'est le sens de la vie. Et la seule chose qui vaille, finalement, c'est d'avancer et donc d'assumer qu'il y ait des obstacles. Il n'y a pas d'avancée, si vous voulez, qu'on puisse imaginer sans obstacle. Majid, vous votez à gauche depuis toujours, mais alors vous nous avez assez surpris avec des propos, des déclarations sur le FN. Vous dites l'arrivée au pouvoir du FN, pourquoi pas, allez chiche, on essaie. C'est du fatalisme, ça? C'est un peu de la provoque, si vous voulez. C'est un peu de la provoque, mais imaginez, j'en reviens toujours à ma mère et à toutes ces mères, tout le temps dans la terreur, chaque fois qu'il y a des échéances électorales, le Front National va gagner, ils vont nous chasser, ils vont nous chasser. Alors moi, je lance un appel comme un petit De Gaulle des quartiers nord en disant « Français, arrêtez de voter pour le Front National. Nous allons vers un monde multiculturel. Le mélange est déjà là. Même Nicolas Sarkozy, qui veut être gaulois, il nous raconte que son père est hongrois, que son grand-père est grec, peut-être une tante inuite, qui sait. Et donc il est entré de plein pied dans la multitude et il se nie lui-même tout en nous niant nous-mêmes. Vous voyez, je ne viens pas jusqu'au Front National. Et alors que l'évidence est là, parce que le métissage, en vérité, et c'est ça ma passion, c'est pas tant qu'on se mélange, parce que c'est beau de se mélanger, mais c'est parce que c'est la modernité, c'est le sens du monde, de la société. Et donc, aller à l'encontre, c'est un suicide, en fait. Comment il a été apprécié, votre livre, par votre famille? Alors, je ne sais pas s'ils ont... Alors, ils sont fiers,
Et donc, comme ils sont proches, tellement proches, on est dans une telle intimité que je ne suis pas sûr qu'il l'ait lu convenablement. Donc je leur dis, je profite de votre émission pour leur dire, relisez-le cet été, sereinement. Voilà. Cet été. Seulement cet été, ouais. Oui, cet été. Mais là, vous parlez à qui? Par exemple, à vos sœurs oui, là, mes notamment frères, oui, les mes frères et sœurs. Frères et sœurs. Mais vous êtes très proche de vos sœurs? De mes sœurs, absolument. Ah bon? Elles me protègent, ce sont mes gardes du corps. Et donc, elles veillent à moi sur ce qui se passe dans les médias. Donc, ce serait normal qu'elles soient présentes et proches de vous, là. Elles devraient, si c'est vos gardes du corps. Bah oui. J'ose pas y croire. Bonjour, Zina. Bonjour Naïma. Elles sont là. Elles sont venues de Toulouse. Voilà, c'est ce qu'on appelle une belle surprise. Non. Vous nous présentez, s'il vous plaît? Zina. Voilà. L'aînée. Elle, c'est mon garde du corps. Dis pas Magide. C'est clair. Ça, c'est petite Naïma, la petite dernière. Pardon. Bonjour Zina, bonjour Naïma. Alors, bien sûr, Magide nous disait il y a un instant que vous devriez... Pardon, je fais des bisous. Ouais, je vois ça. Ah oui, il est tendre. Hein. Ouais. Alors que bien souvent, d'ailleurs, vous dites, hein, d'ailleurs, dans le livre, on ne s'embrasse pas, on ne dit pas des mots d'amour. Alors vous êtes nos parents. Le contre-exemple, vous. Hein. Oui, parce qu'on s'affranchit un peu tous les jours. Quoi. On fait de plus en plus de bêtises au fil du temps. Toutes les deux, est-ce que vous l'avez lu nécessairement? Il nous raconte des histoires là, en disant j'aimerais bien que ma famille relise cet été, on ne sait pas pourquoi. Non, mais je lui ai dit que quand il est sorti, j'ai été la première à l'acheter, je pense. En France, d'ailleurs, vous auriez peut-être pu le lui offrir. Oui, mais je ne serais pas pressé pour l'offrir. Bon, mais je savais qu'elle serait à l'ouverture du magasin à 6h45. Alors, est-ce qu'il a un défaut, ce livre? Comment vous dire je ne peux pas dire ça parce que je suis... de parti pris. Complètement. Je ne peux pas être objective parce que je suis sa sœur et que je l'aime inconditionnellement, comme on dit. Et que, voilà, j'ai toujours su que... Puis ce qu'il raconte, c'est juste la vérité. Est-ce que vous vous êtes retrouvée, vous, Naïma? Alors, je me suis retrouvée... j'ai surtout retrouvé mon frère tel qu'il est. C'est-à-dire protecteur, chérisseur de la liberté, de l'autonomie des femmes et des hommes en général. Mais voilà, c'est tout lui, avec son humour, sa tendresse. Bon, moi, je l'ai adoré, j'ai complètement adoré ce livre. De la première page à la dernière, toutes les pages, toutes les lignes, tous les mots. Et j'ai ri et j'ai pleuré. Est-ce que vous avez été élevées de la même façon, vous, les deux filles? Pas vraiment, puisque moi j'étais l'aînée des filles et qu'elle c'est la dernière et des filles et des enfants, puisqu'on est 7 enfants. Et 5 garçons, 2 filles. Voilà, tout à fait. Donc moi j'ai eu l'éducation de la fille aînée, en quelque sorte. À la dure. Et à la dure. Qu'est-ce que c'est alors à la dure? Ça signifie quoi? À la dure, c'est-à-dire que des parents très durs, interdit de sortir, interdit de vivre sa jeunesse. De vivre sa vie, Voilà, de vivre sa jeunesse. Et après, moi, ce que je dis toujours, c'est-à-dire que je l'ai compris avec le temps et les années, c'est que ça ne pouvait pas être autrement. Ma mère s'est mariée à 14 ans, elle est arrivée en France à 19 ans. Donc la première fille qu'elle a eue, elle s'est dit elle va se marier à 14 ans. Alors que moi, à 14 ans, j'avais envie de m'amuser, d'avoir des copains et des copines. Et c'est ce que vous avez fait? Et c'est ce que j'ai fait, absolument. Et ça a été toléré, accepté? Difficilement. Très difficilement. Bataillé, oui. Très difficilement. Alors effectivement, là, on hommage à Magide parce que c'est lui qui nous a émancipés en tant que femmes. Mais je tiens aussi à rendre hommage à mes autres frères parce qu'on est tous dans la lignée de Magide, cette tolérance, cette ouverture. Un regard moderne. Premier paquet de cigarettes. Par exemple. Participer à un groupe punk, non? Participer au premier groupe Zebda. Parce qu'au départ, en tant que quoi, choriste? En tant que choriste. Et il avait fait le choix, Magide, déjà à l'époque, de prendre des filles. Et ça, c'était pas gagné. Mais comme c'était Magide et qu'en plus il avait le bac, donc il était reconnu dans la cité, et que c'était notre grand frère,
là, c'était possible. Naïma, est-ce que vous avez, vous, profité du fait que vous étiez plus petite? Oui, absolument. Bon, déjà, il le dit souvent, après ma sœur, d'ailleurs, mes parents étaient éreintés, ma mère en particulier. Et par contre, j'ai bénéficié déjà de tout l'amour de mes frères aînés, et notamment de Magide et de ma sœur qui m'embrassaient. Elle a été mon père au chocolat, moi. Et puis, effectivement, ils avaient essuyé les plâtres. Donc, moi, je suis arrivée, c'était un peu plus facile. Bon, c'était pas la grande liberté, mais c'était déjà un peu plus facile, puisqu'il y avait déjà un chemin qui avait été fait par mon grand frère et mes autres frères et puis ma sœur. Est-ce que vous avez suivi des études? Parce qu'on comprend que dans la famille, votre mère avait cette ambition, en fait, que vous fassiez des études, vous, de passer votre bac. Est-ce que pour vous, ça a été de même? Ah oui, oui. D'ailleurs, ma mère ne voulait qu'une chose, c'était qu'on fasse des études. Et finalement, elle ne se souciait pas du fait qu'on se marie ou pas. C'était d'abord les études, soit autonomes, et ensuite on verra. Bon, il y avait toujours cette histoire de virginité qui restait primordiale, ouais. Une chose importante qu'il ne fallait pas transgresser. Et ce qui comptait pour elle, c'était qu'on soit autonome, qu'on ne dépende de personne. Moi, je veux dire que moi, à ma place, ma mère, elle ne se souciait pas des études. Ma mère, je devais être couturière. Une femme à la maison devait savoir coudre, cuisiner. Aujourd'hui, je suis très fière parce que du coup, j'ai un peu pris le chemin qu'elle m'avait tracé. Elle fait des super macroutes. Et c'est pas parce que c'est la télé. Hein. C'est les macroutes à Zina. Il n'y en a pas de... C'est vrai. Oui, bon. Oui, il paraît. Vous racontez, Magide, vraiment, il y a une scène terrible quand vous racontez l'histoire de Bija. Oui. Qui est cette jeune fille? Je l'ai romancée, mais elles ont existé. Des filles, voilà, parce que c'est à cette époque, comme disait un peu Zina, ces filles qui étaient nos sœurs, elles n'avaient pas le droit de sortir, elles étaient destinées à protéger l'orgueil familial, le machin patriarcal, et donc tout ce qui ça intéressait beaucoup moins que les filles réussissent à l'école. Et parfois même, c'était pas trop bien vu qu'il y ait un parcours, quoi. Et elles ont été violentées par les frères et par les parents. Et donc cette Bija est un concentré de ces filles. Mais racontez-nous aussi pourquoi. En l'occurrence, moi, j'étais distributeur de bouquins aussi dans la cité, et j'avais trouvé cette merveille de Stefan Zweig, 24 heures de la vie d'une femme. Et donc, je le passais aux filles, et donc, elle est surprise en flag en train de lire ce bouquin, qui raconte d'ailleurs l'histoire d'une femme qui décide de s'émanciper. C'est un truc de fou. Et donc, elle est surprise en train de lire, et son frère et père, ses frères et pères lui tombent dessus, la frappe, parce qu'une fille qui en sait trop est une fille qui déstabilise le socle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des filles, vous-même? Vous n'avez pas de filles. Vous avez 2 garçons? Oui. Vous auriez aimé avoir une fille? Oui. Oui. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, soyez sincère, que les choses ont changé pour les filles? Je pense que ça va mieux, si vous voulez. Je pense que ça va mieux parce qu'il y a une trentaine d'années, c'était extrêmement dur, qu'elles ont beaucoup plus des moyens de se faire une place. Vous êtes d'accord? Vous faites l'amour? Oui, moi déjà, il y a beaucoup plus de filles qui étudient, qui font des études. Et après, je pense qu'on entend surtout parler, comme pour les garçons, des filles qui ont des problèmes. Mais en réalité, je pense que ça va quand même mieux. Elles parviennent davantage, selon vous, à s'abstraire de la subordination, notamment du mal? Oui, j'ai l'impression que... Tu voulais dire? Non, moi, quand je pense à aujourd'hui, la société dans laquelle on vit, dans ces cités où les filles portent le voile, je ne suis pas sûre que ce soit un choix de leur part et que forcément ça les arrête dans leurs études. Moi, je ne peux pas dire que ce soit mieux aujourd'hui.
je le vois pas comme ça. Bon, je vis plus dans les quartiers, dans les cités, mais de tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on peut entendre. En tout cas, même Non, si... moi, ce qui me rassure quand même, c'est de voir que même si elles portent le voile, elles vont à l'école. Et ça, c'est déjà quelque chose de gagné. Voilà. Et moi, je compléterais en disant que, bon, elles peuvent être diplômées, mais avec, au fond, une espèce de chaîne qui les tient au rite, à la Donc, tradition. une chaîne patriarcale. Voilà. Qui fait que, écoute, tu vas plus loin, mais ne dépasse pas. C'est tout le temps cette histoire d'une ligne à ne pas dépasser. Ouais. Quelle est votre part de féminité? Je crois que si on ne découvre pas la femme qui a en vous, vous n'êtes même pas un homme. Mais ce n'est pas donné à tout le monde, et c'est là le problème. Je crois qu'il faut être un peu dans un itinéraire bien heureux pour accepter, de s'accepter algérien, berbère, français, toulousain, femme, écrivain. Il y a cette multitude, et bien heureux ceux qui ont trouvé la femme qui vit à deux, ça leur permet d'être des hommes. Waouh! C'était beau. Bravo. C'était beau. C'est parti tout seul. Ce livre, je sais qu'il a été lu évidemment dans votre quartier, hein, des Isards à Toulouse. Il a été contesté aussi. Hein. Oui. Certains disent Magid, ça fait 15 ans qu'on ne l'a pas vu, il n'a pas mis les pieds dans notre quartier, et il se permet de parler de quelque chose qu'il ne connaît pas. Ouais. Qu'est-ce que vous leur répondez alors? Écoutez, j'ai envie de leur dire qu'ils ont le droit, et que c'est bien qu'on leur donne la parole pour dire qu'ils n'ont pas aimé mon livre. Je n'ai pas fait ce livre pour plaire, je ne l'ai même pas fait pour déplaire. J'ai voulu raconter une vision que j'ai moi de ce que nous étions il y a 30 ans, dans les bas-fonds. J'avais envie, il m'a semblé que j'ai voulu rendre hommage aux enfants de la misère, aux enfants de l'immigration, à ceux qui réussissent comme à ceux qui ont échoué. Et donc, n'ayant offensé personne, c'est ce qui m'importait le plus. Et après, que ce livre fasse l'unanimité m'aurait presque gêné. Un qualificatif pour décrire Magid? Allez, je bois du thé. Poète. Naïma? Protecteur. Bien Protecteur, mais il y en a mille en même temps, parce que dans Protecteur, on pourrait imaginer qu'il nous empêche de vivre les écueils de la vie, ce qui n'est pas vrai. En même temps, il nous pousse vers les choses, vers l'inconnu, vers la découverte. Et voilà, il nous demande de réfléchir, de se méfier en même temps, de jamais être soumise. Se remettre en question. De se remettre en question, souvent. À vous entendre, on aimerait Et de vraiment nuances. tous et toutes avoir un frère comme Magid. On a de la chance. On a de la chance, c'est sûr. Bon, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Thé au Café. Je sais que vous êtes venu spécialement. Vous faites un petit aller-retour. Profitez quand même de cette journée là, à Paris. Et puis, c'était une jolie surprise. Super. Hein, Vous ne bon. pouviez pas mieux faire. On C'est comme un sent- rendez-vous qu'on attend depuis 32 ans. Oui. Merci, Catherine. Je vous emmène aux deux ados. Deux ados avec vous, Magid. Le cliché qui vous énerve? Le cliché qui m'énerve. Oui, quand on dit oh, il est bien intégré. Quelle est votre part d'ombre? Ma part d'ombre, écoutez, j'ai une grosse part d'ombre parce que j'ai beaucoup masqué ma méchanceté et on m'a trop souvent pris pour un ange. Qu'est-ce qu'il y a de moins sexy en vous? De moins sexy en moi, tout ce qui n'est pas poétique, tout le reste, mettez-moi sur un terrain de foot et vous verrez la désillusion. Votre geste le moins écolo? Je suis un fumeur dégueulasse, et je le dis avec honte. La chose la plus précieuse que vous possédez? Ma famille, Qu'est-ce que la crise a changé en vous? ce qu'elle a changé, peut-être d'être désabusé désormais.
Chez quelle personnalité vous aimeriez entrer en catimini? J'ai vu Simone Veil il y a pas très longtemps et je me suis dit qu'est-ce qu'elle a dû vivre, cette femme, à l'Assemblée nationale. La maladie que vous redoutez le plus? Je les redoute toutes, jusqu'à la plus bénigne. Est-ce que vous auriez aimé naître femme? Si c'est pour accepter l'homme qui est en elle, oui. Qu'est-ce que vous feriez si vous restez un jour à vivre? Je lirais les plus belles pages d'un livre, par exemple Des passages de l'homme qui rit de Victor Hugo. Une musique qui vous rend joyeux? Regarde ta montre, il est déjà 8 heures, embrassons-nous tendrement. Un taxi t'emporte, tu t'en vas mon cœur. Alors je rêverais de me la cogner sur scène. Ben vous le ferez, j'espère. Oui. Oui. Oui, j'espère. Au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil. C'est quand on est Je suis étonné d'avoir gardé en mémoire tous les textes de ces chansons. Au soleil. Alors il y a Michel là qui est en train de danser sur le plateau. Et hop, hop, hop. Il nous fait la Claudette. Pourquoi? Et pourquoi Claude François, ça surprend? Parce que rue Raphaël, cette rue où j'ai grandi, oui. Vous aviez les postes qui étaient accrochés aux fenêtres. Oui. Et il n'y avait qu'une seule station de radio, et Claude François y passait. Là, il était concurrencé par un certain Mike Brandt, et puis Johnny Sylvie. Donc je connais toutes ces chansons par cœur. Bien sûr, elles ont bercé toute mon enfance. Je voudrais remercier l'artiste qui est exposé sur le plateau de Théo Café. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour cet artiste. Il a pour nom Philippe Nouaille. Vous pouvez voir son travail, puisqu'il y a des portes ouvertes à son atelier 41, le samedi 10 et le dimanche 11 décembre, rue de Crémée, au 184 rue de Crémée à Paris, dans le 9e. Il vous accueillera. Philippe Nouaille est un alchimiste de la couleur. Il travaille sur le paysage dans tous ses états, du milieu urbain aux zones industrielles. Philippe Nouaille. Vous êtes sensible, vous, à la peinture, aux arts plastiques? J'avoue que je ne m'y connais absolument pas. J'ai très peu eu l'occasion d'aller voir des tableaux dans des musées ou d'avoir une initiation. Il va falloir vous rattraper. Il va falloir n'est-ce pas se rattraper, oui. Oui. Magid Cherfi, on pourra aussi vous entendre. C'est une lecture, c'est ça? Lecture musicale. Donc de vos nouveaux titres? Voilà, des extraits de mes 3 livres illustrés, des chansons du prochain album. Le 9 novembre, c'est à Ménilmontant, le 15 novembre à Pantin et le 5 décembre à la Nouvelle Scène à Paris. Un grand merci, Magid Cherfi, ma part de Gaulois, c'est très important, le possessif, aux éditions Actes Sud. Vous connaîtrez encore mieux Magid. Évidemment, déjà, dans cette émission, vous vous êtes beaucoup découvert et je vous en remercie. Et je remercie beaucoup aussi vos 2 sœurs d'avoir participé, de vous avoir accompagné au cours de ce moment. Samedi prochain, nous serons en compagnie d'un homme un peu fou. Ouais, Sylvain Tesson. Ouais, un aventurier, un type incroyable qui parcourt le monde. Le monde est à lui. Et c'est quelqu'un qui a vécu un accident très très grave. Et aujourd'hui, il revit, il est quasiment ressuscité. Et puis le lendemain, nous serons en compagnie quelqu'un aussi un peu fou, foutraque, c'est Ariel Dombal. Passez une très très bonne semaine. Cette émission qui était consacrée à Magid Cherfi, elle sera rediffusée, bien sûr, cette nuit. Vous pouvez la revoir sur plus.fr et sur notre chaîne YouTube. Passez une très très belle semaine. Portez-vous bien. Et puis, merci de votre attention et de votre confiance aussi. C'est important le mot confiance, non? Absolument. Hein, on en parlait d'ailleurs durant cette heure. Allez, on se retrouve samedi prochain. Au revoir. On va faire un petit selfie ensemble. Vous êtes d'accord? Ok. Allez, on y va.
j'écris.